Une hépatite C vient d'être diagnostiquée chez un patient suivi en XAPA. Se pose maintenant la question de la transition entre le diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Alors je me tourne vers toi Valérie, comment se passe cette transition entre le diagnostic et le début du parcours de soins vers le traitement? Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, Victor, qu'il n'y a pas de prise en charge univoque dans ces structures et pour ces patients-là. Il faut s'adapter au mode de fonctionnement habituel et s'insérer en fait dans ce fonctionnement-là. Et ce qui est très important par contre, c'est la consultation avancée des pathologies et donc la présence sur place d'un hépatologue dans ces structures. Alors malheureusement, hein, pour des questions d'organisation, souvent il n'y a pas de consultation avancée. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est le rôle aujourd'hui des hépatologues que d'aller vers ces structures pour créer un lien et permettre d'identifier des modes de fonctionnement qui seront à définir là aussi, mais qui permettront de mettre en contact l'usager de drogue et l'hépatologue plus facilement. Alors l'hépatite C, c'est une maladie infectieuse, une maladie virale, mais une maladie hépatique. J'espère que tu fais un bilan de fibrose. Bien évidemment. Et non, mais je plaisante, mais c'est vraiment un point très important parce que ces patients, tu le sais, accèdent au traitement indépendamment de leur gravité de leur maladie hépatique aujourd'hui, et ce depuis le mois de mai. Mais néanmoins, l'évaluation de cette fibrose reste majeure pour adapter la prise en charge ultérieure et la surveillance et organiser, le cas échéant, le dépistage du cancer du foie. Donc ça veut dire que tu as un fibroscan dans ton XAPA, mais alors qu'est-ce qu'il est fait? Comment tu l'as financé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement comment ça s'est passé? Alors malheureusement, je n'ai pas de fibroscan à demeure dans mon XAPA, contrairement au tien d'ailleurs. Bien qu'ayant fait la promotion de cette prise en charge depuis 2012 auprès de l'ARS, donc c'est quelque chose qui a démarré dans la région Nord-Pas-de-Calais en 2014 avec la mise à disposition de fibroscan itinérants. Et donc un fibroscan qui est partagé par un certain nombre de structures sur les 4 territoires de santé, donc 4 fibroscans pour la région. Et donc ça permet d'accéder à ce fibroscan, mais pas au long cours. Oui, c'est ça, ça veut dire que tu l'as tous les combien? Tu l'as pas tous les jours, non? Non, je ne l'ai pas tous les jours, mais c'est 2 fois par an. Et donc, à l'épreuve, on se rend compte que ce n'est pas forcément si délétère que ça. Et ça permet d'organiser 2 fois par an, pendant 1 ou 2 semaines, en fonction de la file active des structures, des campagnes de dépistage de la fibrose auxquelles on va associer le dépistage des hépatites B et C. Bon, ça me rassure. Tu regardes la cirrhose, tu cherches une cirrhose. Est-ce que tu fais un autre bilan? Est-ce que tu complètes le bilan somatique? Moi, je trouve que c'est intéressant de faire une échographie abdominale, ne serait-ce que parce que ces patients ont souvent une consommation excessive d'alcool, qu'il y a aussi des comorbidités avec le surpoids qui est assez fréquent finalement chez ces usagers substitués. Et donc, ça peut permettre d'identifier une stéatose. Et c'est la mise en évidence d'anomalies organiques est souvent un point d'accroche en fait pour les patients et ça peut mobiliser quelque chose dans leur prise en charge. Alors après, je vais te poser une question très pratique, mais le traitement de l'hépatite C est pris en charge à 100% par la Sécu. Qu'est-ce qui s'occupe de la demande d'affection longue durée? Donc en principe, c'est le médecin généraliste. Soit il n'existe pas, soit il n'est pas toujours clairement identifié. Et donc à ce moment-là, ça peut être le médecin généraliste du XAPA qui va faire cette demande. Et puis il y a un autre souci quand même qu'on rencontre souvent dans les XAPA, c'est que les sujets sont étrangers, qu'il n'y a pas beaucoup d'interprètes. Comment tu fais? Tu parles toutes les langues du monde? Non, malheureusement, j'aimerais bien. Mais je me sers de Google Translate, pardon. Il y a toujours un ordinateur dans les bureaux de consultation. Et en faisant des phrases courtes, parce que si on fait des grands discours, la traduction est souvent erronée, mais en faisant des phrases courtes, on arrive à échanger de façon assez fructueuse avec les patients autour de l'hépatite C. Et alors ces patients, ils consomment de l'alcool, ils consomment de la drogue. Est-ce que ça t'empêche de les traiter, ça? Est-ce que c'est un frein au traitement? Non, surtout pas. Ça ne l'a jamais été. Je crois que ça ne doit pas l'être, ou ça ne doit plus l'être, si pour d'aucuns ça l'a été à un moment donné. D'une part parce que le patient s'inscrit à un moment donné, quand il est présent à la consultation, c'est qu'il est dans une dynamique plutôt favorable et vraisemblablement une volonté d'être traité. Et donc c'est vraiment extrêmement dommageable, je trouve, de couper court à cette volonté-là. Et par ailleurs, il a été démontré, soit dans les littératures, soit dans les expériences locales, que la prise en charge de l'hépatite C, donc l'entrée dans l'organique, favorise une amélioration et une diminution des consommations de produits. Bon, ça me rassure. Mais alors, quel bilan addictologique tu fais? Alors ça, je confie ça aux addictologues, puisque je ne suis pas addictologue, mais en étant sur place dans le cadre de ces consultations avancées d'hépato, ça permet d'avoir une interaction étroite avec l'addictologue. L'idée, c'est bien évidemment de refaire le point sur les consommations passées et actuelles et de resituer le patient dans sa prise en charge, dans sa globalité psychosociale pour optimiser sa prise en charge. Et alors, on a dit qu'il faudrait augmenter la dose de méthadone chez les consommateurs d'alcool quand tu vas vers le traitement. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton expérience? Alors, donc, il y a 2 points, en fait, je pense, dans ta question. Le premier sur l'augmentation systématique
de la méthadone chez ces patients, je ne crois pas. Il faut refaire le point éventuellement par rapport sur la réalité de la prise, parce que parfois des patients ont une dose prescrite et ils ne prennent pas toujours la dose pour diverses raisons. Donc peut-être réajuster le traitement à ce qu'on suppose ce qu'il doit être. Et par ailleurs, le deuxième point, je pense que c'est intéressant, parce qu'il y a quand même des données éparses dans la littérature sur le bénéfice à augmenter la dose de méthadone chez un patient bien équilibré sur les consommations opiacées, mais qui serait consommateur excessif d'alcool, puisque ça pourrait amener une réduction de la consommation d'alcool. Donc c'est un point à discuter avec la dicto. Et si on va encore plus en amont, un injecteur actif, est-ce que lui, ça va finalement, le traitement de l'hépatite C, ça ne va pas être un moyen de l'amener vers les traitements de substitution? Si, tout à fait. Parce que là aussi, on rentre dans l'organique et je pense que ça a une accroche particulière aux patients. Et puis là aussi, le quotidien, les données de la littérature, même si elles ne sont pas très nombreuses, vont dans ce sens. Et démarrer un traitement antiviral chez quelqu'un qui est encore consommateur de produits, qui injecte encore ou qui consomme de l'alcool, va amener une diminution de ses consommations. Et d'ailleurs, dans l'expérience qui a été menée à Nice par Régine Trucchi, on a démontré ce bénéfice-là. Et est-ce que justement, là aussi, on n'est pas aussi dans cette même dynamique par rapport à l'hépatite C, le fait d'avoir un traitement de substitution va permettre de diminuer le risque de réinfection? Bien évidemment, c'est l'un des objectifs de prime abord du traitement de substitution, c'est d'interrompre la consommation d'opiacés, mais aussi de réduire les risques de réinfection et les risques généraux liés à la consommation de drogue. Et donc, ça va amener un bénéfice chez ces patients très clairement. Et je reviens à l'alcool. Est-ce que tu utilises le baclofène, le nalméphène, parce qu'on entend quand même beaucoup parler? Quelle est ton expérience? Alors moi, je n'ai pas d'expérience personnelle de l'utilisation de ces produits. Je laisse ce soin-là aux addictologues. Ce d'autant que le baclofène n'a pas d'AMM dans le maintien de l'abstinence au long cours. Et par ailleurs, il y a des interactions qui ont été décrites entre les traitements de substitution et le baclofène. Et donc, vraiment, c'est une prise en charge spécialisée dans laquelle je n'ai pas la compétence pour m'immiscer. Mais par contre, c'est un point qu'il faut aborder avec l'addictologue. J'ai quelques patients, moi, qui reçoivent du baclofène et qui ont par ailleurs un traitement antiviral. Il n'y a pas d'interaction, par contre, avec le traitement, les nouveaux antiviraux. Et puis une autre chose sur les produits, il y a de plus en plus de produits vendus sur Internet. On ne sait pas trop ce que les patients achètent. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est un point que tu abordes? Est-ce que ça rentre en ligne de compte dans la prise en charge du patient? Ça doit être pris en charge d'emblée dans la prise en charge addicto, enfin évalué dans la prise en charge addicto, parce que c'est une consommation qui effectivement croît avec le temps et qui aussi se dit parfois chez des patients qui ne sont peut-être pas encore ou qui commencent à rentrer dans les XAPA, qui ont un usage, une consommation récréative de ces drogues dans le cadre du slam ou du chemsex. Je pense que c'est à la fois important de l'évaluer pour les patients, mais aussi pour les équipes addicto, parce que c'est un point qui doit être pris en considération. Et dans ces populations-là, on a un taux de réinfection qui est vraiment important. Donc il va être temps de conclure. Donc est-ce que tu peux me donner les quelques messages clés qu'il faut absolument retenir au terme de notre discussion? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de considérer ces patients comme des patients différents. Ils ont les mêmes résultats des traitements antiviraux, ils ont une bonne observance, ils ont un véritable intérêt au traitement antiviral, ils sont concernés par leur traitement, par le prix des traitements. Et ce que je voudrais qu'on n'oublie pas, c'est l'évaluation de la fibrose chez ces patients, même si on n'a plus besoin de ce point-là pour les faire accéder au traitement. Merci Valérie. Merci Victor.